Bonjour et bienvenue dans la lecture du mois de décembre 2022. Vous commencez à connaître l'exercice maintenant depuis le mois de septembre. J'avais commencé avec 2 romans de la rentrée littéraire, à savoir Cher connard et Le trésorier payeur. Pour le mois d'octobre, j'avais proposé une lecture d'Annie Ernaux qui a été consacrée prix Nobel de littérature. Au mois de novembre, ma lecture a été consacrée à Christian Bobin, malheureusement du fait de l'actualité. Merci pour le nombre de vues. Hélas, c'est dû à sa mort et voilà, on pense beaucoup à lui, on pense beaucoup à ses textes. Et suite à son décès, il y a quand même beaucoup de ces phrases qui ont pu ressortir et ça fait du bien quand même, tellement c'était fin, tellement c'était délicat, cette plume chez Christian Bobin qui, je crois, ne craignait pas beaucoup la mort. Pour le mois de décembre, l'actualité va être un petit peu facile, je vais même un petit peu tricher puisque c'est un événement qui revient à chaque fin d'année, c'est Noël. Et je l'avais annoncé déjà de longue main dès la fin de la lecture du mois de novembre. On va parler de Blaise Cendrars et en l'occurrence d'un petit livre qui s'intitule Noël aux 4 coins du monde. Alors, ça, c'est l'édition originale. Je crois d'ailleurs que ça n'existe que en édition originale. Le livre n'est pas coupé. Je ne vais donc pas pouvoir lire tous les passages que je pourrais souhaiter du livre. Petite présentation déjà de Noël aux 4 coins du monde. Vous connaissez Blaise Cendrars, c'est ce poète, romancier, aventurier avant tout, qui bourlingue à travers le monde, qui, dans son autobiographie, se permet parfois de réinventer plus ou moins largement la réalité. Et du fait de ces bourlingages un petit peu partout, il a pu écrire ce livre, Noël aux 4 coins du monde, qui est en fait constitué d'un certain nombre de petits chapitres. Par exemple, Noël en Nouvelle-Zélande, Noël et Nouvel An en Chine, Noël chez les Indiens du Nouveau-Mexique, Noël avec ceux de la Terre Promise, Noël à New York. Pas une ville au hasard, hein, d'autant plus amusant qu'il a écrit un poème intitulé Pâques à New York. Noël à Rotterdam, Noël à la Légion, car il était à la Légion étrangère, etc., etc. Donc, je vous lis des extraits de Noël aux 4 coins du monde par Blaise Cendrars. J'aurais pu prendre n'importe quel chapitre, n'importe quelle section, ça revenait un petit peu au même, puisque ce que j'aime, c'est la plume de Cendrars, qui est sans doute un de mes auteurs préférés. Ce qui est intéressant aussi, c'est la variété qu'on a dans cet ouvrage-là. Donc de toute façon, je trahirais sa voix en ne lisant qu'un extrait. Alors, pourquoi pas celui-ci, Noël et Nouvel An en Chine. Noël en Chine du Nord, 1929. J'avais l'occasion de faire un autre rapprochement entre les santons de Marseille ou la crèche de Saint-Rémy de Provence et ce que j'avais sous les yeux. Une crèche dressée en plein air, une crèche dans la neige, une crèche faite de personnages vrais, vrais mais pas vivants. Les soldats du général Ma ont saccagé les établissements d'une mission catholique et ils ont massacré les pères et le bétail. Les soldats du général Ma connaissent le calendrier chrétien et ils savent que c'est Noël. Alors, pour se moquer des Chinois convertis, ils ont édifié une crèche à flanc de coteau, à portée du village. Si l'on veut imaginer la scène, il faut penser au titre du roman de Jules Janin, L'âne mort et la femme guillotinée. L'âne est mort, en effet, mais on a réussi à mettre la carcasse debout, à côté de la carcasse d'un buffle. Tous les autres personnages ont été disposés avec un soin presque pieux. Le petit Jésus est un gosse éventré, les rois mages offrent leurs tripes et leurs membres coupés, et la Sainte Vierge porte sa tête sous le bras. Voilà, c'est une crèche à la chinoise. Au premier plan, les soldats du général Ma défilent et regardent avec une attention passionnée, comme s'ils attendaient que le tableau s'anime. La troupe disparaît dans une tourmente de neige. En 1930, le général Ma, qui ravageait toujours le Géol, revint dans la même région avec ses soldats. La terre était jaune, les paysans travaillaient dans les champs et, selon le calendrier chinois, ce jour-là, c'était leur nouvel an. Le général fit passer les travailleurs au fil de l'épée et pour se moquer de la population du village, il l'invita à venir visiter un ring de boxe qu'il avait fait établir au flanc de coteaux de la même colline, mais sur l'autre versant. Un ring unique en son genre, où les décapités, maintenus debout par des pieux fichés en terre, s'affrontaient comme des boxeurs et se menaçaient de leurs poinciers. C'était toujours le même général et les mêmes soldats, mais ils avaient tourné kazakh et appartenaient maintenant à l'armée adverse. Le spectacle était gratuit et donné à titre de propagande. Puis-je dire de propagande progressiste? Ou quoi? Une douzaine de têtes jonchaient le sol ou étaient suspendues par leurs nattes aux longues perches de l'enceinte.
On commence avec un Noël qui n'est donc pas très joyeux, on continue. Page suivante, Noël avec Max Jacob. Cela se passait vers 1921, et Max Jacob habitait encore rue Gabriel. Il m'avait donné rendez-vous à l'église des Abbesses pour la messe de minuit, et, en effet, je l'y ai vu arriver un peu à l'avance. Il s'était mis sur son 31, gibus, redingote, cravate, monocle, souliers vernis. Il avait son petit tapis sous le bras, qu'il déroula tout de suite pour s'y agenouiller. Seulement, comme il commençait à souffrir de rhumatisme, il supportait mal la station à genoux. Si bien qu'aussitôt agenouillé, il s'est relevé, sans toutefois cesser de suivre une minute le rite de la messe. Il le roulait pour changer de place. Il allait ailleurs, et moi derrière lui. Changeait-il de chapelle, voilà qu'il entendait mal, alors il revenait à sa première place. Tout cela avec force courbettes, des sourires et 1000 excuses à voix basse, en interrompant le temps qu'il fallait, sa prière ou son chant. Les gens le connaissaient, ils avaient l'habitude. Donc, après 3 ou 4 déplacements, il me chuchota « Décidément, j'aime mieux le Sacré-Cœur, j'y suis davantage chez moi. » Il est parti à la sauvette. J'ai à peine eu le temps de lui voir gravir les escaliers 4 à 4, il était déjà loin, montant vers le sommet de la butte, son tapis roulé sous le bras, en se hâtant, car il ne voulait pas rater la fin de la messe. Je crois bien que c'est une des dernières fois que je l'ai vu, Max. Vous voyez qu'on mêle à chaque fois des souvenirs personnels et des souvenirs de voyage plus ou moins lointains, selon qu'on aille rue Gabriel, au niveau à peu près du Sacré-Cœur à Montmartre, ou qu'on aille en Chine. Changeons de continent, traversons l'océan. Noël à New York. Une fois de plus, le vol tourneau vient s'amarrer Pier 289, au fin fond de Brooklyn. Mais c'est mon dernier voyage à bord. Le soir même, le soir de la Noël 1911, je mets sac à terre et c'est avec un immense soulagement que je m'éloigne, cheminant le long des quais, puis traversant l'énorme agglomération surpeuplée et ce soir en liesse, les brasseries en fête, la foule débordant sur la chaussée, me frayant mon chemin, un lourd panier sur l'épaule rempli de livres et de manuscrits, avançant lentement parmi les orgues de barbarie, la kermesse, des bandes de gosses, dont certains portent des faux nez et qui lâchent tous des pétards. Arrivé au fameux pont suspendu de Brooklyn, je m'engage résolument sur la passerelle aérienne réservée aux piétons, et c'est avec une espèce de joie émerveillée, qui ressemble fort à de l'ivresse, et qui se renouvelle à chaque pas, que je m'avance à la rencontre de New York, dont le panorama trop connu m'enchante chaque fois, et plus particulièrement cette nuit, dressé qu'il est en face de moi, déroulé sur l'autre rive de la East River, brossé au clair de lune, troué d'ombre et de lumière, et, bien que grandissant en hauteur et prenant plus d'épaisseur, de volume et d'étendue au fur et à mesure que je m'approche de lui au bout du pont, me paraissant à chaque pas de plus en plus irréel à cause de ces millions de fenêtres et de portes éclairées à giorno qui me regardent venir, j'en ai le vertige. La tête me tourne, et, pour une fois, je me sens perdu. Où aller? Où me rendre? Dans quel quartier? Quelle maison choisir? Quelle porte pousser? M'installer à quelle fenêtre pour, à mon tour, en voir arriver un autre, le suivant, perdu tout comme moi, entre ciel et terre sur le tablier désert du pont. Arrivé au bout du pont, je ne rentre pas à New York de plein pied, mais dégringole l'escalier de fer en colimaçon incrusté dans le pilier de la rive droite, et je débouche sur le plan d'eau de Chinatown, bordé de petites et de grandes bâtisses, toutes plus ou moins délabrées et toutes obscures, à l'exception d'un grand bâtiment de 20 ou 30 étages, percé d'une centaine de fenêtres, devant chacune desquelles crépite une lampe à arc. Je n'ai pas l'embarras du choix. Je traverse la chaussée en courant et me dirige vers la seule maison illuminée, pousse la porte, une deuxième porte, et pénètre en trombe dans le local. Le saisissement m'arrêta net. Je jetai mon panier par terre et me mis à regarder. J'étais entré dans les abattoirs rituels juifs. En face de moi, juché sur une montagne de cajots, un jeune rabbin officiait, le chapeau melon sur la nuque, ses boucles en floche sur les tempes, les manches retroussées, mais les bandelettes des écritures nouées au coude.
les mains ensanglantées. Il égorgeait, sans une seconde de répit, les poulets vivants qu'on lui présentait d'un trait de sa lame incurvé comme le couteau du sacrificateur ou du circonciseur. C'était un travail délicat et de précision, mais néanmoins un travail à l'américaine, c'est-à-dire un travail à la chaîne, car les poulets venaient de l'extrême gauche, où les cages à poules étaient entassées jusqu'au plafond, et passaient avec dextérité à l'extrême droite, où les poulets plumés, vidés, étiquetés, empaquetés, partaient en file dans des corbeilles à roulettes par les monte-charges vers les voitures de livraison qui allaient les délivrer en ville. Et, d'un bout à l'autre de la chaîne, les poulets passant de main en main ne marquaient que ce temps d'arrêt d'une demi, d'un quart de seconde devant le couteau du rabbin qui leur coupait le cou d'un trait sûr. Parfois, une volatile récalcitrante, ou mal présentée, ou loupée, s'échappait des mains et s'envolait en poussant un cocorico glougloutant et funèbre. Cela ne troublait personne, car rien ne devait interrompre le rythme de la chaîne dont le débit était chronométré. Un patriarche, armé d'un long bâton ferré, embrochait l'oiseau et allait le jeter dans une hotte marquée « Pour les orphelins de Tel Aviv ». Voilà donc quelques-uns des 4 coins du monde évoqués par Blaise Cendrars, le bourlingueur, et vous voyez que l'image qu'il a de Noël est parfois loin des clichés qu'on peut en avoir aujourd'hui. J'achève en vous souhaitant à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, si jamais vous les célébrez.